Et en apprenant à jardiner, c'est-à-dire à répéter des actions dans mon quotidien, à prendre soin de tout ça, mais purement dans la matière avec des plantes, tu vois, symboliquement, c'est tout bête, hein. Et ben j'ai appris à faire la même chose à l'intérieur de moi. Et c'est tout simple. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Pourquoi tant de personnes en quête de sens sombrent-elles dans l'addiction ? Et si ce n'était pas une faiblesse, mais une boussole, voire un signal ? Et si ce n'était pas un échec, mais un passage obligé, non une errance, mais un chemin balisé ? Derrière chaque dépendance, il y a une quête, une tentative de toucher autre chose, d'atteindre un état, de fuir une douleur. J'ai consommé les vidéos de notre invité comme une addicte, 242 exactement. Comme une assoiffée qui ne se désaltère jamais. Parce que l'addiction, ce n'est pas seulement une histoire de substance, c'est un besoin viscéral de remplir un vide, de calmer une agitation intérieure, de retrouver une connexion qu'on a perdue ou que l'on croit avoir perdue. On parle souvent de drogue, d'alcool, de jeu, mais rarement du fait que la quête de sens elle-même peut devenir une dépendance. Accumuler les lectures, les enseignements, les pratiques, chercher des réponses encore et encore sans jamais s'arrêter, comme si le prochain livre, la prochaine vidéo, la prochaine révélation allait tout débloquer. Un dernier, et puis j'arrête. L'addiction me paraît alors simplement être une fausse route, une mauvaise porte vers la spiritualité. Et puis il y a l'autre face, transmettre, enseigner, partager. Notre invité explique, informe, apporte son aide, mais est-ce qu'elle se protège, elle ? En matière d'addiction comme en matière de spiritualité, le même piège. Croire qu'on avance alors qu'on tourne en rond. Chercher à combler un manque alors que la clé est ailleurs. J'ai compris, grâce à toi, Charlotte, que ce à quoi je résiste persiste, que ce à quoi je m'oppose grandit, que composer avec la vie, même dans l'inconfort, est essentiel, que ce que nous cherchons, c'est un état vibratoire déjà vécu, et c'est en acceptant de se perdre qu'on finit par se retrouver. J'ai appris aussi qu'on ne guérit pas, qu'on ne change pas, mais qu'on grandit, et que si le problème est de l'énergie, la solution l'est aussi, et que tout cela n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Oui, ça fait beaucoup de choses que j'ai compris, je sais, mais est-ce que ça suffit de comprendre ? Contradiction, c'est avant tout le partage d'un chemin et Charlotte Hoffman fait partie du mien. Ces vidéos accessibles et justes ont nourri mon évolution. Alors merci Charlotte pour tout cela et surtout de me permettre de te faire découvrir à nos auditeurs qui sont eux aussi, j'en suis sûre, en quête de sens. Bonjour Charlotte. Bonjour Keren. Merci d'être là, merci d'avoir accepté depuis le temps qu'on en parle de ce rendez-vous. C'est pour moi un honneur et surtout, j'ai l'impression une chance de pouvoir partager je sais pas, c'est même pas ton enseignement, c'est tes connaissances et ta connexion à quelque chose qu'on a l'impression que nous, on n'a pas. Et pourquoi tu l'as, toi ? Merci Keren, c'est une super introduction. Mais d'où ça te vient ? C'est ça que je veux comprendre aussi. D'où toutes ces, je sais pas comment dire, toutes ces vérités qui nous font du bien, que tu nous assènes, entre guillemets, dans des vidéos, d'où elles viennent ? Pour moi, je prends souvent les analogies pour parler de tout ça, parce que c'est plus parlant pour les gens. Pour moi, tout ça, c'est comme, tu sais, un pianiste qui sait jouer du piano alors qu'il a jamais appris le solfège. Voilà. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est déjà là. Et je pense que chaque être a son don, en fait, à offrir au monde, mais que tout le monde ne connaît pas encore forcément le sien. C'est question de se reconnecter à ce qu'on est profondément. Parce qu'en fait, en se reconnectant à ce qu'on est profondément, eh bien, ce grand don qu'on est censé offrir finalement dans cette incarnation au monde, eh bien, il se révèle de lui-même, il se dévoile. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est venu faire. Et ça, c'est déjà là. Sauf que peut-être qu'une part de nous-mêmes s'est éloignée de nous-mêmes. Et alors, on s'est perdu dans des choses, dans le monde tel qu'il nous est présenté avec toutes les formes. Et peut-être qu'alors, on a perdu le sens de notre incarnation, en fait, de notre vie. Quelle est ta définition de l'addiction ? Parce que j'imagine qu'elle est totalement différente de tout ce qu'on a pu entendre ici. Alors, pour moi, l'addiction, c'est vrai que... Alors, c'est le fruit d'un long cheminement, ce que je vais dire ici. C'était pas forcément comme ça il y a quelques années en arrière, je précise bien. Mais pour moi, aujourd'hui, depuis mon point de vue, c'est quelque chose qui est parfois la seule solution qui nous permet de survivre. Et en cela, c'est extrêmement utile. Voilà. C'est mon point de vue aujourd'hui parce que c'est vrai qu'avec le recul, par rapport à toutes les addictions que j'ai pu côtoyer dans ma vie, et il y en a eu beaucoup, j'avais pas ce recul-là en le vivant parce que pour moi c'était horrible et c'était un ennemi à abattre et c'était symptomatique de quelque chose qui allait mal, donc j'allais mal, donc j'étais une mauvaise personne, donc j'étais dans un mal-être.
Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, depuis que voilà, cette sphère des addictions n'est plus dans mon quotidien, je peux observer que si j'avais pas eu ça dans ma vie, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et que ça a été extrêmement nécessaire à vivre. Et c'est ce qui m'a permis un temps de survivre. Voilà. Donc, c'est toujours cette fameuse solution avant d'être le problème. Le souci, c'est que non seulement ça devient un problème, mais qu'en plus, elle ne résout plus les trucs d'avant pour lesquels on s'en servait. Donc, c'est-à-dire, on est totalement dans l'inutilité complète du truc. Tu viens de dire que tu as connu des cycles et des addictions et nombreuses, en tout cas de types différents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? À quoi tu as été confrontée? Je sais que tu as vécu des épreuves aussi, des épreuves même physiques, des douleurs, la mort, évidemment, une relation avec ton papa, quelque chose d'assez compliqué. Et tout ça, est-ce que c'était là pour ça, ces addictions, et qu'est-ce que c'était? Oui, clairement, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Donc moi, c'était surtout l'addiction à la nourriture. Donc c'est vrai que j'ai été pendant longtemps, on pourrait dire, tu sais, je faisais que manger, je me remplissais. De la grosse boulimie, mais vraiment pas juste un peu manger de temps en temps. Non, c'était des crises épisodiques tous les jours, à peu près à la même heure. C'était souvent le soir avant d'aller me coucher, parce que le soir avant d'aller me coucher, j'avais toutes mes angoisses, toutes mes préoccupations, toutes mes émotions qui remontaient à la surface. Et en fait, je savais pas comment l'appréhender. J'avais tout ça qui me pénétrait de l'intérieur, avec une angoisse viscérale qui était en lien avec la mort, qui était la peur de mourir. Et c'est vrai qu'après, quand mon père est décédé, ça m'a amené aussi à revisiter ça autrement. Mais j'avais toutes ces angoisses en fait qui remontaient à un profond mal-être, la sensation de jamais être à ma place, de pas comprendre le sens de cette vie, d'avoir une vie qui était tout le temps à moitié vide, un gros passif de dépression aussi intérieure. Et à ce moment-là, la nourriture, manger beaucoup, remplir par l'addiction, était ce qui m'apaisait en fait, était ce que j'avais trouvé pour me calmer et pour continuer à survivre, parce que c'était comme si toutes ces angoisses-là, je les laissais grandir à l'intérieur de moi. C'était comme si je pouvais presque frôler la folie, en fait. J'avais peur de la version de moi-même que j'aurais pu devenir si je me laissais aller là-dedans, en fait. J'étais assez fragile à ce niveau-là, même au niveau, je dirais, mental et psychique, hein. Il y avait une fragilité parce qu'il y avait toutes ces émotions qui m'emportaient intérieurement. Et voilà pourquoi je dis aujourd'hui que l'addiction a finalement été salvatrice, en fait. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Je dirais que l'addiction a toujours été là dans ma vie, dès mon plus jeune âge, au plus loin que je m'en rappelle. Déjà enfant, j'avais des problèmes d'addiction. C'est quoi, genre, ton premier souvenir d'addiction, enfin de boulimie, entre guillemets, puisque c'est ça dont tu parles? Ah oui, vraiment, dès mon plus jeune âge. Parce que dès mon plus jeune âge, j'ai vécu des choses qui émotionnellement étaient dures pour moi à vivre. Vécu beaucoup d'humiliation à l'école, notamment. Parce que voilà, j'avais une pilosité débordante pour une femme, par exemple. Donc on m'appelait le Yeti ou le Grizzly. Et puis j'avais des kilos en trop, en fait. Dès le départ, j'avais vraiment un souci au niveau de mon poids. Et donc on m'appelait Peggy la cochonne. Mais tout le temps. Et c'était à l'école et c'était aussi à la maison. Donc en fait, c'est comme si émotionnellement, j'avais jamais de repos. Et je pense qu'on sous-estime parfois aussi l'intensité émotionnelle de certains mots que ça peut provoquer chez les autres. Et je suis pas en train de dire que c'était de la faute des autres, hein, parce que je vois aujourd'hui, depuis le point de vue depuis lequel je me place, que grâce à tout cela, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc c'était utile. Mais sur le moment, c'était comme une intensité émotionnelle qui était telle qu'en fait, je me remplissais de nourriture comme pour apaiser l'émotion qui m'ensorcelait, en fait, qui me prenait de l'intérieur et qui pouvait parfois me faire tomber dans une grande peur. Et parfois me faire tomber dans une grande colère aussi. C'est quelque chose, moi, que je suis venue travailler dans une de tes retraites. Je sais que mon intention, même en faisant aussi une expérience chamanique, l'ayahuasca, j'aime bien poser une intention. Il faut, je pense, le faire. Et mon intention était toujours de me connecter. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai peur de rien. Je ne ressens pas la peur. Je ne ressens pas la tristesse. Mais tout ce qui va jaillir de moi, ça va être que la colère. Enfin, évidemment, j'ai d'autres choses, des choses positives, de l'amour. Mais quand ces émotions-là, je m'y connecte pas, c'est la colère qui jaillit. Et la colère, je trouve que c'est quelque chose qu'on apaise aussi beaucoup avec des produits, quoi. Ah oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, à l'époque, je ne voyais que la partie, tu sais...
Je voyais que la partie victime, tristesse, mélancolie, etc. Mais en fait, par la suite de l'expérience, parce que ça a duré quand même plus de 10 ans, par la suite de l'expérience, j'ai vu qu'en dessous de cette mélancolie, de cette tristesse, de cette sensation de pas faire partie de ce monde, de pas trouver le sens de ma vie, j'ai découvert derrière tout ça qu'il y avait une colère. Mais il y avait une colère contre tout, en fait. Et cette colère-là, elle était tellement démesurée qu'heureusement qu'il y avait l'addiction pour calmer ça. Parce que je pense que sous l'effet de cette colère-là, j'aurais pu faire n'importe quoi, en fait. Et j'aurais pu me faire énormément de mal et faire du mal aux autres. Voilà. Ouais. J'identifie beaucoup là-dessus. Et à ce moment-là, dans ta vie, quand tu dis il y a un vide existentiel, un vide spirituel, ça veut dire que la spiritualité n'est pas du tout dans ta vie. Est-ce que tu es élevé là-dedans? Est-ce que ta famille... Et d'abord, peut-être définir la spiritualité, parce que les gens l'associent énormément à la religion, alors que c'est tout à fait l'inverse, presque. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Puis toutes ces notions... qu'on entend partout, l'âme, les corps, enfin, il y a tellement de choses dans la spiritualité. Et ici, on va essayer de faire quelque chose de très concret, parce que l'addiction, c'est concret, c'est le symptôme de cette crise, quoi. Ben oui. Pour moi, la spiritualité, c'est tout simplement répondre intérieurement à des questions existentielles. Donc déjà, moi, en l'occurrence, j'avais une question existentielle qui était liée à mon addiction, c'était la peur de la mort. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question existentielle, ça. Et c'est vrai que moi, si j'avais pas eu les addictions, je me serais peut-être pas posé cette question-là. Parce que les addictions étaient mon problème. Et derrière l'addiction, il y avait le problème de la mort, il y avait la peur, il y avait la colère. Et d'où venait cette colère? Et ça aussi, c'est une question existentielle. D'où viennent nos émotions? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on se sent rejeté? Pourquoi on se sent différent? Pourquoi on a du mal à trouver le sens de sa vie? Tout ça, c'est des questions existentielles que les addictions m'ont amené à me poser. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais me débarrasser de l'addiction, si tu vois ce que je veux dire. J'en voulais pas. Les questions existentielles, c'est ça la spiritualité? Ah bien sûr. En répondant à ces questions-là, on va cheminer vers une partie, entre guillemets, intérieure, une partie plus profonde de notre expérience sur Terre. Tu vois, on va cheminer vers le sens profond des choses et pas uniquement la surface. Bon, oui, c'est mon métier. Oui, je suis comme ci. Oui, j'ai telle personnalité. Oui, j'ai des copains. Oui, ça, c'est la surface. Mais en profondeur de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous anime? Oui, non, et si oui, quelle est cette chose? Et quand on commence à se poser cette question-là, on ouvre une boîte de Pandore, entre guillemets. Si on se dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc, en fait, c'est l'addiction qui m'a amené à me poser ces questions-là. C'est l'expérience de la vie en me confrontant à toutes ces problématiques-là et notamment au décès de mon papa qui m'ont amené aussi à me confronter à tout ça. Donc voilà comment la spiritualité est arrivée dans ma vie. Et donc c'est intimement lié avec mes peurs, c'est intimement lié avec l'addiction qui était toujours là au moment où mon papa est décédé. Et c'est intimement lié à tout ça. Mais ça n'a pas été le berceau dans lequel j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans une famille où ce qui comptait, c'était de bien travailler à l'école, d'avoir un diplôme, de bien gagner sa vie, de, si possible, quand même gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous plaît, c'est pas le sujet. Mais quelque chose qui nous plaît n'est pas forcément quelque chose qui nous nourrit en profondeur. Et ça, je l'ai compris par la suite. Voilà. Parce que ça peut nous plaire de faire mille et une choses. Mais est-ce que ça te nourrit intérieurement ou est-ce que ça plaît à la surface de ta personnalité, ton être et ton identité terrestre? Et donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à ouvrir cette porte spirituelle. Parce que, au bout d'un moment, les questionnements étaient si profonds. L'expérience de ma vie me challengeait tellement dans cet inconfort-là qu'en fait, l'ouverture de cet espace-là était nécessaire pour moi. Sinon, je ne savais plus par quel bout en sortir, en fait. J'avais plus d'issue de secours, en fait. Non, mais moi, je le dis souvent que c'est la porte d'entrée dans la spiritualité a été la cocaïne. Donc, c'est même pas l'addiction. La cocaïne, ça veut dire c'est une drogue qui rend tellement con, mais tellement égocentrique, qu'à un moment donné, tu es en boucle avec toi-même et ta souffrance, elle se nourrit de ta souffrance et c'est sans fin. Et cette cocaïne m'a permis de me dire, c'est pas possible que ce soit ça la vie, tu vois. Et donc, c'est ma porte d'entrée. Il y en a que c'est pour qui c'est la religion. Enfin, il y a énormément de portes d'entrée à la spiritualité. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, dans le sens où quand tu dis des questions existentielles, moi, je sais qu'il y a des gens, pourtant, j'étais élevée dans la religion. Ma mère, elle me dit toujours, pourquoi tu poses autant de questions? Tu cherches la merde, quoi. Est-ce que c'est ça aussi, la spiritualité, c'est chercher la merde? C'est effectivement aller en profondeur dans les choses. Donc, ça fout la merde pour tous ceux qui sont, entre guillemets, à la surface. Ça dérange. En fait, ça dérange parce que vu qu'on questionne des profondeurs et des certitudes et des croyances qui sont préétablies à l'échelle culturelle, sociétale et acceptées par tout le monde inconsciemment, vu qu'on questionne ça, on remet ça en question.
Et du coup, tout ce qui est remis en question dérange finalement des espaces qui sont présents chez les personnes qui agissent comme ça, de manière inconsciente. Donc quelque part, ça dérange. Parce que moi, je vois un parent, il n'a pas forcément réponse à toutes ces questions-là, sauf que si son enfant lui pose ces questions-là, bah, ça l'amène lui aussi à se poser ces questions-là. Donc en fait, ça le dérange dans son organisation et dans sa manière de, tu vois, d'appréhender la vie, quoi. Donc ça bouscule. En fait, je dirais au-delà que ça dérange, ça bouscule. Ça bouscule. Ça fait tomber des murs. Ça fragilise des murs derrière lesquels on se protégeait, parce que tout le monde se protège derrière des murs. Nous, notre mur a été l'addiction. Mais il y en a plein d'autres qui se protègent derrière d'autres typologies de murs. Mais c'est vrai que quand quelque chose vient fragiliser ton mur, bah au début, t'as pas trop envie, parce que quelque part, quand même, ce mur, il te protège. Et même si c'est pas agréable, dans le fond, tu connais ce truc-là désagréable. Et il y a rien de pire dans la vie que de se confronter à l'inconnu. Parce que ce que tu connais, c'est rassurant. Mais ce que tu connais pas encore, ça t'effraie. Donc c'est en cela que ça dérange. Quand tu parles des murs, dans toutes tes vidéos, moi, je suggère d'aller écouter parce que et vraiment, il y a des moments où tu prends des vérités ou juste des révélations. En fait, ça te révèle à toi-même, souvent. Et en fait, cette histoire de murs, de masques, de barrages, tu as souvent pris énormément de métaphores. Moi, je m'en suis servi énormément pour expliquer à d'autres gens ce que j'avais compris et aussi pour écrire mon spectacle dont je t'ai parlé, qui s'appelle Rose Movie et qui est vraiment un chemin vers soi et qui a été inspiré de A à Z par ton enseignement en vrai. C'est-à-dire qu'il faut absolument expliquer quand même aux auditeurs qu'est-ce que c'est que ces masques, pourquoi tu emploies des métaphores alors que c'est l'ego. Et l'ego, c'est très compliqué à expliquer aux gens parce qu'il y a cette image qui est l'ego, c'est « Oh, moi j'ai beaucoup d'ego, j'ai pas d'ego ». On n'a pas compris encore ce que c'était en matière de spiritualité, cet ego. Bah, en fait, pour revenir vraiment à la simplicité, hein, parce qu'en fait c'est simple, quand on regarde des enfants, donc des jeunes enfants, quand on les regarde bien, on voit qu'ils sont tous différents. Ils ont tous une petite personnalité. Voilà. Il y a des enfants, dès leur plus jeune âge, ils sont introvertis, d'autres sont plus contemplatifs. Certains enfants aiment bien faire des expériences et vont être un petit peu guerriers, vont grimper dans tous les arbres. Certains vont être vachement sociables avec les copains, d'autres nettement moins. Donc chaque enfant, dès son plus jeune âge, a déjà une forme de personnalité. Et on se rend compte que ça, c'est présent également chez tous les êtres. Quand on voit des animaux aussi, ils ont tous leur comportement bien précis, et c'est pas parce qu'ils sont de la même race qu'ils n'ont pas des comportements différents. Donc chaque être ici qui est sur Terre, en fait, est doté d'une personnalité. Et cette personnalité, en fait, c'est ce qui fait que tous les êtres sont différents les uns des autres, c'est ce qui crée cette grande diversité sur Terre, et c'est magnifique, en fait. Parce que je dis souvent, sinon, tout le monde serait boulanger, tu vois. Donc ça serait chiant si tout le monde avait la même personnalité, les mêmes défauts, les mêmes qualités, on s'ennuierait sur Terre. Ce qui fait la richesse de cette expérience, c'est que tout le monde a quelque chose à apporter. Sauf que ici, le souci avec tout ça par la suite, c'est que puisqu'en fait on arrive sur une planète où on sait plus vraiment qui on est et on sait plus vraiment qu'est-ce qu'on est venu faire ici, on sait pas d'où on vient, on sait pas ce qu'on est censé faire, bah, ce qui va se passer par la suite quand l'enfant va grandir, bah, c'est qu'il va s'identifier à cette personnalité. Donc en fait, la source de moi, donc moi je suis ça, va être définie à travers les qualités, les défauts, les centres d'intérêt, le passé, le présent, le futur, toute la somme de toutes mes expériences qui confèrent cette sensation d'identité et de personnalité. Et ben c'est ce à quoi on va s'identifier. Sauf que le mot personnalité, identité et ego, c'est le même mot en fait. Et c'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que c'est les mêmes mots. Donc quand on parle d'ego, en fait, on parle de personnalité, on parle d'identité, et on parle pas du tout d'un gros mot en fait. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'en fait, vu qu'on ne sait plus qui on est profondément, eh ben on va s'identifier à cette part d'identité-là qui n'est pas ce qu'on est vraiment, mais qui est finalement la somme, ce qui est la création produite à travers la somme de toutes nos expériences sur Terre. Donc c'est pas ce qu'on est, c'est le produit de notre expérience sur Terre. Voilà. Et en s'identifiant à tout ça, c'est par la suite qu'on va avoir des problèmes, parce qu'on va s'identifier à des choses qu'on aime bien, mais aussi à des choses qu'on n'aime pas. Donc il va falloir ériger des boucliers, des barrières pour se protéger, se prémunir de tout ce qui nous plaît pas et de tout ce qui nous plaît. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se produit. Il y a la notion dans cet ego et dans le côté qualité-défaut qu'on va retrouver dans l'addiction, parce qu'immédiatement quand tu penses à addiction, tu penses au bien et au mal. C'est ce truc-là aussi qui va évidemment nous faire développer de la culpabilité par rapport aux choses qu'on pense mal. Et je pense aussi que ces émotions-là que tu as vécues, d'humiliation et tout ça, il y a vraiment ce truc-là après de se visualiser comme une mauvaise personne, comme quelqu'un qui n'est
pas méritante, pas aimable, en tout cas qu'on ne mérite pas d'aimer, et ça nourrit. En fait, c'est vraiment ce truc-là. Pour moi, tout est addiction et tout est enchevêtré, vraiment, parce qu'il y a ce truc-là, un vide qu'il faut remplir, on le remplit par les mauvaises choses, donc on se sent coupable, donc on nourrit, et c'est sans fin. C'est justement... Donc, ces certaines addictions, en fait, elles cachent vraiment une recherche d'éveil ou de transcendance. C'est ce qu'on se disait en off. Ce sont des êtres spirituels, les addicts, qui n'ont pas trouvé les bons outils. Il y a souvent un vide derrière. En fait, il y a souvent un vide. Et ce vide, il vient de où? Il vient toujours du même endroit. C'est un vide de sens. C'est un vide de profondeur. Tu sais, on remplit nos vies de plein de choses, mais on se sent toujours vide intérieurement. Moi, j'ai des personnes, je côtoie des gens dans ma vie qui me disent, j'ai rempli le bon contrat, hein. J'ai la belle maison, j'ai le beau boulot, je gagne bien ma vie, j'ai des super enfants. En fait, tout va bien. Mais tu sais, Charlotte, en fait, ça va pas. Il y a un vide à l'intérieur de moi. J'ai même des personnes qui me disent « J'ai accompli mes rêves les plus fous. J'ai coché sur ma to-do tous mes rêves. Voilà. J'ai tout réalisé. C'est génial. » Mais en fait, ça va toujours pas. Ça va toujours pas parce que si je regarde un peu plus en profondeur, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est insatiable, qui veut toujours plus. Et si c'est pas ce rêve-là, c'en est un autre. Et après celui-là, il y en aura encore un autre. Et c'est la fameuse quête. La quête du toujours plus qu'on retrouve beaucoup dans le monde de la matérialité, mais qu'on retrouve aussi dans le monde plus spirituel, comme tu en as parlé en introduction. Et cette quête-là, qui est insouvissable, elle nous amène au bout d'un moment à un épuisement intérieur. Et ça ne répond toujours pas à la question de ce vide que certains addicts ont, pour laquelle certains addicts ont trouvé comme réponse le remplissage. L'addiction, c'est qu'une solution temporaire qu'on a trouvée pour remplir ce vide, en fait. Et ce vide n'est autre qu'un vide existentiel. Et comment toi, en ouvrant cette porte de la spiritualité, et comment tu dis qu'aujourd'hui, ça ne fait plus partie de ta vie? C'est tellement rare pour les addicts, parce que moi, je fais partie de groupes comme des narcotiques anonymes, je ne sais pas si tu connais. C'est des gens qui, tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines, vont se voir et dire « Bonjour, je m'appelle machin, et je suis alcoolique, je suis machin ». Ça veut dire que c'est dans ma vie encore. Toi, tu considères que tu es une ex-addict ou tu es une addict ou est-ce qu'il y a guérison? Moi, c'est ça que je veux savoir. Et comment t'en es sorti? Comment c'est sorti de ta vie? C'est simple. En fait, pour reprendre la notion de personnalité, d'ego, etc., il faut comprendre que la personnalité est là pour nous protéger. Et qu'ensuite, la personnalité va se manifester à travers plusieurs facettes de personnalité. Pour moi, l'addict, c'est une facette de personnalité, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une solution temporaire qu'a trouvé la personnalité pour nous protéger d'un autre danger. Voilà. Donc en l'occurrence ici, moi dans ma vie, et je pense que beaucoup d'addicts se reconnaîtront là-dedans, il y avait un vide de sens, il y avait beaucoup d'intensité émotionnelle et il y avait un petit peu de désarroi psychique également. Et donc le personnage de l'addict, l'addiction, était là comme un bouclier temporaire pour me protéger de ce que ça aurait pu créer si je me laissais aller dans l'émotion ou si, je me laissais aller dans le désarroi profond. Voilà. Donc pendant un grand temps de ma vie, l'addiction a été un moyen que j'ai trouvé, inconscient, pour me protéger. Sauf que maintenant, essaye d'imaginer une version de toi-même qui n'a plus besoin de se protéger. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est pas on guérit de l'addiction ou je suis guérie ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas parler de ça parce que je trouve que ça donne l'impression qu'il y en a qui ont réussi à guérir. Donc, il y a les élus, tu vois, il y a ceux qui ont réussi, ils sont géniaux. Et déjà, dans l'addiction, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup de malveillance à ce niveau-là, déjà intérieur. Souvent, on va retrouver des personnes qui ont tendance à être un petit peu masochistes, qui ont tendance à vouloir se faire du mal, déjà de base. Donc après, quand on dit aux gens, elle a réussi, toi pas, ça les renforce encore plus là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'évite ce genre de discours parce que pour moi, j'ai pas la sensation aujourd'hui d'avoir guéri de quoi que ce soit. Par contre, j'ai la sensation plus profonde qu'il y a un espace à l'intérieur de moi qui n'a plus besoin de se protéger parce qu'il s'est rééquilibré. C'est comme si ma sphère émotionnelle s'était rééquilibrée. C'est comme si, en trouvant le sens profond de ce que j'étais venue faire ici sur Terre, du coup, vu que j'ai trouvé ça, entre guillemets, il n'y a plus besoin de l'addiction pour me protéger. Parce que du coup, j'ai trouvé ce truc-là. Et ce truc-là, il s'est trouvé par hasard, en fait. Il s'est trouvé parce que j'ai expérimenté. Il s'est trouvé parce que j'ai fait des rencontres. Il s'est trouvé parce que j'ai suivi, en fait, l'expérience de la vie, tout simplement. Et parce qu'il y a un moment, je dis toujours, c'est le bon moment. C'est le moment de se retrouver. Et en fait, le jour où j'ai eu cette sensation de me retrouver, il y a quelque chose qui s'est tranquillisé. Et du coup, le bouclier addiction n'avait plus de raison d'être. Donc, il s'est effondré, en fait. Il s'est posé au sol.
Mais pour autant, j'ai pas la sensation aujourd'hui que l'addiction ne fait plus partie de ma personnalité. Pour moi, l'addiction est toujours dans ma personnalité, sauf que elle est utilisée à bon escient, tu vois. Elle est utilisée aujourd'hui pour, par exemple, faire ce podcast et pour parler à tous ceux qui peut-être ont encore besoin de ce bouclier-là pour se protéger. Aujourd'hui, si j'en parle si bien, c'est parce que je l'ai vécu et c'est parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Mais c'est une part qui s'est tranquillisée dans ma personnalité. Je n'en ai plus besoin aujourd'hui pour me défendre. Par contre, je peux l'utiliser aujourd'hui pour parler aux gens. Parce que je les comprends en fait. Parce que je l'ai vécu. Je disais en introduction que j'avais compris beaucoup de choses ou appris. Et ça n'empêche pas parfois de se sentir tout puissant et puis soudainement, bam, retomber dans des anciens schémas déjà. Et ça m'est arrivé des centaines de fois. Mais aussi, je disais, c'est pas tout de comprendre. Donc toi, la différence entre le fait que j'ai compris et je l'ai intégré, c'est quoi ? En fait, on comprend les choses théoriquement et c'est déjà énorme. Enfin, vraiment, j'aimerais rassurer tous les gens qui comprennent parce que déjà, si tu as compris quelque chose, c'est que tu as eu le courage de te remettre en question. Et déjà, c'est énorme en fait. Souvent, on sous-estime déjà tout le chemin nécessaire à vivre, toutes les remises en question par lesquelles on passe, juste pour ouvrir la compréhension. Parce que déjà, si tu as compris un truc différent, c'est que tu as osé te remettre en question. Donc, tu as osé quelque part sortir de cette zone. Tu sais, je vois vraiment la vie comme être encerclé de murs, on est protégé derrière le mur, sauf que pour pouvoir comprendre d'autres choses, il faut sortir. Il faut passer la porte et passer derrière le mur. Donc déjà, si tu as la compréhension, ça veut dire que tu as osé, même un petit peu, mais on s'en fout le temps que ça a pris, mais tu as osé sortir de là. Donc c'est déjà énorme en fait. Mais par la suite, on va souffrir parce que quelque part, on a compris théoriquement, c'est une compréhension mentale, mais qui a besoin de s'infuser dans le corps. Et en fait, elle a besoin de temps pour s'infuser. Tu vois, c'est comme dans la vie, quand tu plantes une graine, ça va pas pousser en 3 secondes. Il faut du temps et il faut l'arroser, la graine. Donc, il faut en prendre soin. Et le grand souci aujourd'hui sur Terre, c'est qu'on croit que, parce qu'on a compris, ça va se faire tout seul, tout de suite. Non, il va falloir le cultiver. Il va falloir l'alimenter. Il va falloir, l'alimenter au quotidien. Et ça, parfois, on ne sait pas trop comment faire parce que alimenter quelque chose au quotidien suppose déjà de s'en rappeler. Suppose d'avoir un petit peu d'énergie à l'intérieur de soi parce que quand tu passes ton temps dans ton jardin à arroser tes graines, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Donc, il faut un peu de temps pour nourrir toutes ces graines à l'intérieur de nous-mêmes. Et parfois, on se rééparpille dans la vie et on prend pas ce temps-là. Et du coup, vu qu'on nourrit pas ces graines-là, elles restent au stade de la compréhension, mais elles ne descendent pas au stade de « Ah, ça y est, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se restaure. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui retrouve cet état de complétude et cet état d'épanouissement et qui n'a plus besoin du coup de ça pour se protéger. » Voilà. Donc je dirais, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai appris à jardiner. C'est ce que je dis aux gens. Je leur dis toujours ça. J'ai appris à jardiner. Et en plus, je peux vraiment assurer que le fait d'avoir des plantes chez moi et de jardiner en même temps chez moi, d'un point de vue purement matière, ça m'a grandement aidée. Parce qu'en fait, avant, dans ma vie, j'avais pas la main verte, par exemple. Toutes les plantes que j'achetais, elles pourrissaient, elles mouraient, c'était catastrophique. Et j'ai réalisé par la suite que j'avais pas la main verte. Pourquoi ? Parce que j'étais pas à l'écoute de la plante, je la nourrissais pas correctement, je donnais pas suffisamment d'attention. Et que ce que je faisais avec la plante, je faisais la même chose avec moi-même. Et que quand je voyais une plante mourir, symboliquement, c'était comme si, en fait, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose aussi qui était en train de mourir, tu vois. Et en apprenant à jardiner, c'est-à-dire à répéter des actions dans mon quotidien, à prendre soin de tout ça, mais purement dans la matière avec des plantes, tu vois, symboliquement, c'est tout bête, hein. Et j'ai appris à faire la même chose à l'intérieur de moi. Et c'est tout simple. Mais déjà, on te dit, chez les narcotiques anonymes, tout ça, on te dit, avant d'essayer d'avoir une relation affective avec quelqu'un, déjà, prends une plante. Si elle meurt pas, prends un chat. S'il meurt pas, réfléchis à avoir un bébé, peut-être, tu vois. C'est vrai. Non, mais bien rigolo, sûr. je savais pas, tu vois. Évidemment, évidemment. Et puis, la plante, moi, ça me parle énormément parce que avant de faire ce zoom, tu sais, j'ai un petit spray que j'aime bien mettre sur mon petit ficus là-bas, que tu vois là-haut. Et quand je le fais, je me dis, ah, t'es une bonne personne. Je sais pas, je me sens bien. Et j'ai l'impression que c'est moi que, tu vois, tout à l'heure, je parlais de cette soif-là qui n'est jamais désaltérée. Et c'est vrai que quand tu me donnes à boire à tes plantes, quelque part, c'est comme si tu te désaltérais aussi, quoi. Et toi, t'as 2 chiens.
C'est ça, hein. La connexion avec les animaux aussi. Mais oui, c'est exactement pareil. Moi, les animaux sont arrivés dans ma vie, les plantes sont arrivées dans ma vie, tous les êtres sont arrivés dans ma vie, et ça a été des symboles pour me renvoyer en dedans. Et pour entendre par la suite, par analogie, du coup, comment j'allais pouvoir faire ça, comment j'allais pouvoir appliquer à moi-même le fait de me nourrir. Parce qu'en plus, tu vois, dans les troubles alimentaires, il y a vraiment l'idée qu'on a du mal à se nourrir. Enfin, tu vois, moi, j'avais de la boulimie, et c'est en lien avec l'alimentaire. Donc, c'est aussi ça qui m'a amené à l'histoire de se nourrir intérieurement. Et qu'il y avait un espace à l'intérieur de moi qui n'était pas nourri, en fait. Et que j'avais besoin de nourrir autrement. Il y a aussi ce truc-là de se dire que toi, maintenant, tu fais des vidéos, tu partages tes enseignements et que toi-même, tu as vécu des moments où tu avais l'impression peut-être que ça te faisait revivre peut-être que tu avais vécu avec la nourriture. C'est-à-dire, est-ce que ça te nourrit tant que ça nourrit, en fait, ça marche. Et ce que j'aime bien dans ce que tu nous dis depuis tout le temps et qui fait sens et que j'essaie de me répéter tout le temps, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est comment on le fait, de quel espace. Donc les vidéos, tout ce qu'on fait, même moi, ce podcast, quand je le fais avec l'ego, quand je le fais de l'espace du mental où je me dis « Ah, mais c'est bien parce que les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent « Tu m'as sauvé la vie » et puis... ça vient nourrir un côté de moi comme ça qui est insatiable et qui a tellement besoin d'être aimé, d'être validé, d'être utile. Et ben ça n'a rien à voir avec même pendant qu'on enregistre. Hein, je sais pas si toi tu te rends compte de quand tu fais ce genre de choses, quand tu parles de ta tête ou de ton cœur, tu vois la différence. Et ce que ça procure chez toi. Ah bah complètement, complètement. Ça peut pas mentir. Hein. En fait, ça peut pas mentir. Et c'est sûr que en tant que addict, enfin ancienne addict en l'occurrence ici, mais comme je disais juste avant aux auditeurs, c'est pas parce que aujourd'hui j'ai plus besoin de ce truc-là pour vivre qu'il y a pas, tu sais, c'est toujours ce truc-là qui est là et qui de temps en temps vient un peu me parler, tu vois, comme si genre ah je suis toujours là, bonjour, si jamais t'as encore besoin d'un peu de protection, je peux venir t'aider temporairement. Et c'est vrai que je me suis beaucoup testée à ce niveau-là pour vraiment m'assurer que les choses étaient faites depuis le bon espace. Et c'est pour ça, par exemple, avec la chaîne YouTube, je me suis toujours amusée à ne respecter aucune régularité. Tu vois, parce que l'addict, il a ses protocoles, c'est régulier. Tu vois. Moi, je me suis toujours dit, en fait, non, je publie quand j'ai envie. Je fais les choses, parce que les réseaux sociaux aussi, c'est une addiction. Je fais les choses quand ça me parle, pas pour répondre à une attente de la part des autres, mais parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me le demande. Il y a quelque chose que je ressens éclore. Et plusieurs fois, je me suis dit, tiens là, j'ai un petit doute, j'ai l'impression que je recommence un peu, je vais arrêter un petit temps, voilà. Et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'étais capable de dire plus de vidéos, plus de posts sur les réseaux sociaux, en fait plus de réseaux sociaux. Mais c'était pas pour arrêter définitivement. C'était juste pour vraiment faire un point et être sûr qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait pas un petit espace un peu narquois et subtil qui commençait un peu à se jouer de moi avec les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est vrai que ça demande une vigilance quand même. Et cette vigilance-là, cette concentration-là, cette attention-là, mais c'est justement ce qu'on demande ici aux êtres à développer. Non mais ça, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est le centre de tout ce que j'ai l'impression que tu nous offres en fait. Vraiment, pour moi, j'avais pas compris à quel point juste le fait de se concentrer, mais pas se concentrer sur un point neutre à l'intérieur de soi, d'être vigilant. La vigilance, c'est la conscience, en fait, d'être vigilant. C'est-à-dire que quand on manger en conscience, c'est-à-dire, je suis pas en train de manger devant la télé et manger comme ça. Manger en conscience, tu sais que tu es en train de manger cet aliment et tout ce que tu fais de cette façon-là, en général, c'est juste. On parle de restaurer l'équilibre ici. Et pour restaurer un équilibre, faut voyager aussi entre les parts de nous qui sont pas très bien et les parts de nous qui sont mieux. Parce que dans notre personnalité, il y a plein de parts aussi qui sont, entre guillemets, lumineuses. Donc, en fait, c'est en voyageant, c'est en devenant ce voyageur intérieur, entre l'inconfort, le confort, entre ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Et l'addiction nous aide dans ce sens. Parce que quand on fait une crise, on va dans le négatif. Mais quand on en sort, on est quand même dans le positif. Et ça nous apprend à faire ces va-et-vient, finalement. Moi, je trouve que l'addiction, c'est une belle métaphore, c'est une belle poésie par rapport à la vie. Parce que tout le monde va dire, oui, mais moi, j'aimerais bien me nourrir intérieurement et retrouver ma sagesse intérieure ou avoir cette sensation d'épanouissement ou d'accomplissement intérieur. Mais ce truc-là, il est au centre. Il est en parfait équilibre entre tes polarités. Et cet équilibre-là, il se dessine de lui-même quand tu as le courage d'aller visiter ces 2 polarités-là. Et je trouve que l'addiction, en ce sens, nous aide. Parce que ça nous invite à aller visiter des espaces de nous-mêmes qu'on aime moins.
et qui sont pas agréables et qui sont pas confortables. Et on le voit, hein, toutes les personnes addictes le savent. C'est pas parce que tu vas arrêter d'acheter du chocolat que tu vas arrêter l'addiction au chocolat, tu vois. Il n'y a pas de solution, en fait, pour l'addiction. La seule solution est toujours la même, c'est de se tourner en dedans. Et tous les addicts qui ont suffisamment essayé, expérimenté, voyagé à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien, ils le savent, en fait, tout ça. Ils savent que, oui, là, temporairement, j'ai fait ça. Ça m'a un petit peu éteint mon addiction pendant 3 mois. Mais 3 mois après, mon addiction est revenue. Ou ça m'a un peu pacifié, mon addiction était moins forte, mais elle était encore là. Donc, en fait, on le sait en tant qu'addict au plus profond de nous-mêmes que l'addiction nous amène à pousser cette porte. Parce qu'il n'y a que cette porte, en fait. Et c'est pour ça que l'addiction, c'est quelque chose qui est magnifique d'un certain point de vue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette vision-là de l'addiction et que je trouve ça merveilleux, en fait, parce que ça, au bout d'un moment, ça nous ouvre à autre chose. Tu vois, quand t'es malade, tu vas trouver facilement, admettons, t'es un peu malade, tu vas trouver facilement des médicaments pour anesthésier les choses. Et en plus, si tu prends les médicaments toute ta vie, bah, t'auras la sensation d'être guéri. Mais le problème avec l'addiction, c'est qu'il n'y a pas de médicaments. C'est qu'il n'y a pas de médicaments. Tu peux te tranquilliser ta tête avec des anxiolytiques le temps que tu veux, mais en attendant, force est de constater que même si tu tranquillises ton esprit, tu tranquilliseras pas forcément tes émotions, tu tranquilliseras pas forcément la vie. Et en fait, l'addiction, c'est vraiment des vagues que tu peux pas les dociliser comme ça. Tu sais, moi, je vois des animaux qui sont pas Oui, éduqués, c'est ça. quoi, tu vois. Ouais, c'est des bêtes, C'est un bulldog, le truc, en sauvages. fait. Ouais, c'est ça. Mais l'erreur la plus répandue et que je connais le plus souvent, c'est vraiment celle de penser qu'on est guéri. En général, ça nous amène à la rechute, puisqu'il n'y a pas de guérison, et surtout de penser, ah, mais moi, ça y est, c'est plus moi. Et en fait, c'est vrai que ça nous ramène à une humilité de se dire, mais si, ça sera toujours toi. Mais oui, bah en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, si on commence à se rendre compte que l'addiction, c'est un bouclier qu'on a trouvé pour nous protéger de quelque chose qui nous fait peur, eh ben on va se rendre compte que si cette chose à l'intérieur de nous se restaure et qu'on apprend ici à restaurer l'équilibre à l'intérieur et donc à sortir de cette peur et à remplacer progressivement cette peur par de l'amour de soi, en l'occurrence, ben, au plus on va jardiner cet amour à l'intérieur de soi, au plus cet amour il va grandir. Pour le moment, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment le jardiner. On ne sait pas toujours comment le cultiver. Et cet amour intérieur, cette tranquillité intérieure, quand elle va commencer à grandir et qu'elle va commencer à former le plus beau des arbres, eh bien, on n'aura plus besoin du bouclier de l'addiction pour nous protéger. Et c'est en cela que l'addiction n'est plus utile. Mais on n'est pas obligé de parler d'une guérison. On parle juste ici que l'addiction n'est plus utile. Donc, elle est plus utilisée. Voilà. Mais cultiver cet amour à l'intérieur de soi, c'est quoi l'amour? D'où il vient? Comment ça fonctionne? Parce que c'est gentil, tous les discours oui, je m'aime, oui, il faut que je m'aime plus, oui, mais bon, il faut, la liste des il faut, quand on est addict, on n'en peut plus. Parce que justement, tous les addicts se reconnaîtront aussi là-dedans. Quand t'es addict, tout le monde t'a dit il faut que tu fasses comme ça. Et puis alors vraiment le il faut, merci mais salut. Et il faut aussi faire preuve de bonne volonté, comme si l'addict n'avait pas de bonne volonté. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les troubles alimentaires, parce que moi, on me disait que j'étais grosse, parce que j'avais aucune bonne volonté d'arrêter de manger des burgers, quoi. Alors que c'était même pas le cas, en fait, et c'était pas lié à ma volonté. Et je sentais bien que c'était pas lié à ma bonne volonté, que c'était plus fort que moi, que ça me protégeait, et que j'avais besoin de ça. Et qu'en fait, je pouvais pas faire autrement, même avec la meilleure des volontés. Et ça, c'est un message que je veux faire passer aussi à tous les addicts, parce que souvent, culturellement, on renvoie l'addict à quelqu'un qui a juste pas de volonté, juste il fait pas d'effort, quoi. Hein, t'as qu'à faire un peu d'effort, hein, une petite cure, et puis après on n'en parlera plus. Mais là, on regarde à nouveau que la surface des êtres, et on regarde pas la profondeur, et on ne voit pas l'espace à l'intérieur qui, en fait, il hurle à la mort, ce truc-là. Il hurle à la mort parce qu'en fait, il a besoin de sens, parce qu'en fait, il a besoin de tranquillité, parce qu'en fait, il a besoin d'amour. Et ça, ce truc-là, on le voit pas, en fait. Parce que ça, c'est à l'intérieur. Et cet amour-là, moi, j'ai compris par la vie, j'ai expérimenté grâce à la vie, donc c'est métaphorique ce que je transmets ici, c'est pas un truc que j'ai lu dans un livre. J'ai compris grâce à l'expérience de la vie qu'il y avait un espace à l'intérieur de moi qui, lorsqu'il s'alignait, s'ajustait, il y avait cette sensation d'être aimé. Il y avait cette sensation d'être en état de tranquillité, d'harmonie et d'équilibre. Et je suis sûre que tout le monde connaît ça.
Mais tout le monde. C'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience parce que ces moments-là, ils sont courts, ils sont brefs. Mais tout le monde, une fois dans sa vie, a vu un enfant naître ou a regardé les yeux d'un enfant ou les yeux d'un animal, a senti un amour débordant. Je parle à tous ceux qui ont des animaux, tous ceux qui ont des enfants en bas âge, tous ceux qui ont accompagné dans le processus de donner la vie, tous ceux qui aussi sont des contemplatifs et regardent la nature, les couchers de soleil. Tout ça, ça nous émerveille en fait. Il y a des moments, c'est le temps d'un instant, tu te trouves émerveillé. Ben, cet émerveillement-là qu'on ressent à l'intérieur de nous n'est qu'une expression de l'amour. Et cet amour-là, c'est ce qui nous nourrit. Et ça va faire grandir cette part de ce qu'on est, et ça va du coup diminuer tranquillement cette part de peur qui a besoin, qui a peur et qui a besoin de se protéger. Et si on apprend à cultiver ça tranquillement, eh ben on va se rendre compte que progressivement, on n'aura plus besoin du reste. Et c'est par la suite, du coup, par le même système d'expérience, que je me suis rendu compte que cet espace d'amour, de complétude, d'ouverture, de tranquillité, il s'ouvrait de lui-même dans des moments bien précis de ma vie. Que ces moments pouvaient être très différents les uns des autres et que c'était pas lié aux événements en eux-mêmes, mais que c'était lié à quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi. J'ai réalisé qu'en fait, il y avait un point commun entre tous ces moments dans ma vie où il y avait quelque chose qui s'ouvrait, et où j'avais cette sensation de ne faire qu'un avec les autres, et même, t'as même envie d'embrasser ton voisin, quoi, tu vois. Tu sens à l'intérieur de toi un truc qui déborde, tu vois, voilà. Et ben, ces moments-là, j'ai réalisé qu'ils se réalisaient d'eux-mêmes, que j'avais pas le pouvoir de les créer par moi-même, mais qu'il y avait des facilitateurs qui autorisaient ces moments-là à se dévoiler. Et que l'un des facilitateurs que j'ai trouvé et que par la suite j'ai compris en relisant des livres, parce que par la suite j'ai compris que c'était écrit dans tous les bouquins mais que je ne l'avais jamais vu. J'ai compris par l'expérience que là où on porte notre regard est là où nous sommes. Que là où on porte notre attention, c'est là où nous sommes. Et que par exemple dans la vie, tu vois, quand on est dans l'addiction, bah, on regarde l'addiction en face et on se dit mais quand est-ce que je vais en sortir? Ça me fait souffrir, j'en veux plus. Et où est-ce qu'on regarde à ce moment-là? Bah, on regarde en direction de l'addiction. Donc on regarde en direction de ce bouclier qu'on a trouvé pour se protéger. Mais qu'on pouvait aussi apprendre à regarder dans la direction de quelque chose qui nous nourrit. Et j'ai réalisé que tout ce qui était au centre des choses nous nourrissait profondément. Regarder un animal dans les yeux, regarder la nature, regarder les gens mais dans leur beauté, parce que chaque personne est belle en fait, au-delà de son visage. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est magnifique chez les gens, mais encore faut-il apprendre à le regarder. On a appris culturellement à regarder que dans la direction de ce qui va mal, de voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et de ne jamais apprendre à regarder dans la direction de ce qui est beau. Si on ouvre les yeux, on se rendrait compte que tout autour de nous est en train de grandir, que la nature est en perpétuelle croissance, que les animaux sont toujours en train de grandir, que les humains sont sans cesse en train de grandir. Quelle est cette chose qui autorise tout cela à grandir, si ce n'est que de l'amour? Tu vois ? Cette source intarissable d'amour, d'énergie, certains appellent ça de l'énergie, certains appellent ça de la conscience, mais on s'en fout complètement du mot. Mais il y a quelque chose quand même qui se produit de lui-même et qui invite tous les êtres ici qui foulent cette terre à grandir. Et bien cette chose-là, on peut apprendre à la regarder aussi. Il faut qu'on s'arrête là-dessus un moment parce que l'amour, moi, j'en parle et je l'ai vécu par le biais d'une expérience mystique. Je pense qu'avant d'avoir fait cette expérience mystique, pour moi, c'était du charabia. C'est hyper dur d'expliquer à des gens, il faut être dans l'amour, faut voir. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un qui me sort des yeux, assez rapidement maintenant, avant c'était jamais, après c'était dans 2 mois après, là maintenant c'est le jour même. Je me dis, c'est grâce à une expérience mystique où j'ai vu les gens à qui j'en voulais. Je les ai vus enfants à 10 ans et dire « mais c'est de la souffrance ». En fait, de regarder les gens tout le temps comme si c'était des enfants de 10 ans et qui étaient dans la cour d'école comme ça et à qui on aurait dit « t'es un Yeti, t'es Peggy la cochonne ». Quoi. Que ça soit Hitler ou… tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qui que ce soit. Parce que tout le monde a été ce putain d'enfant de 10 ans qui sûrement a souffert, tu vois. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi qui est de voir ça plutôt que voir la connasse qui t'a pris ta place, la meuf qui essaye de… Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et ça, Donc, est-ce qu'on peut juste parler 2 secondes des expériences soit psychédéliques, soit des états conscience modifiés, ces moments où en fait on va être totalement connecté au reste de l'univers et qui font que il y a que ça qui nous fait guérir entre guillemets. Il y a que ça puisque d'un coup ça devient de l'amour
tellement partout dans le corps, dans l'esprit, dans la tête, que en fait, tu n'as plus de place pour autre chose. Tu sais, c'est l'histoire des deux loups, lequel gagne dans ta tête, t'as deux loups, et ben celui que tu nourris, et ben à force de nourrir tout le temps le mal, les informations, les trucs, évidemment qu'on souffre tous le martyre. Mais comment expliquer aux gens, sans être cuit, comme tu dis, les petits oiseaux ou bisounours? Moi, mon but n'est pas d'être un bisounours, mon but, c'est d'être apaisé, et ça m'apaise tellement d'aimer les gens, d'aimer la nature, c'est apaisant, en fait. C'est pas pour être gentil, c'est pour être apaisé. Déjà, juste des expériences de conscience, parfois, dans la vie, on est dans notre quotidien, ça galope, il y a plein de trucs à faire, bon bref, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant, quand on en ressent l'appel, peut-être de prendre une semaine ou deux, de partir en retraite, faire un stage, etc. Et aller tout simplement se déposer dans un espace de conscience qui facilite l'expression de la conscience à travers soi. Parce qu'en fait, une fois qu'on en a fait l'expérience, ne serait-ce qu'une fois, mais dans son corps. Et comme tu le décris là, c'est difficile à décrire. Et quand on met des mots dessus, on a l'air d'être des bisounours. Et en fait, c'est normal que les gens ne comprennent pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose de théorique. On parle de quelque chose qui se ressent. Donc c'est sûr que quand tu n'as pas ressenti ça dans ton cœur, tu ne peux pas comprendre en fait. Tu peux entendre. Et ça déjà, si les personnes qui nous écoutent entendent ça, c'est qu'il y a une belle ouverture à l'intérieur d'elles. Déjà, juste avoir la capacité de l'entendre. Mais on ne pourra que le comprendre le jour où on le ressent. Et parfois, dans une vie quotidienne qui est, comme tu le dis, avec le phénomène des addictions, tu vois, mais l'addiction, c'est... Les gens sont dans des boucles addictives dans leur vie. Et du coup, le quotidien devient même une addiction. Toutes les choses se répètent quotidiennement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, revenir déjà à ça, que les gens comprennent qu'on parle de substances. Et les substances, c'est génial parce qu'au moins, c'est visible et on est obligé d'arrêter parce qu'on va crever sinon. Mais je veux dire, les pauvres gens qui sont addicts à des pensées limitantes, à des mécanismes d'enfermement, mais qui n'ont pas la partie visible de l'iceberg qui est la drogue, eh ben, ils ont du mal à s'en rendre compte. Donc, c'est bien aussi Ouais, je pense que les retraites et tout ça, parce que voilà, je veux pas dire aux gens de faire des expériences de psychédéliques forcément. On peut vivre ça juste en s'extrayant un petit peu justement de ce quotidien. Parfois, on a besoin d'une pause, mais en fait, c'est pour mieux y revenir. Et ça, c'est important aussi, parce qu'après, le problème qu'on va rencontrer dans tous ces milieux plus spirituels, c'est que par la suite, les gens vont vouloir rester en pause tout le temps. Parce que cet état plus psychédélique ou cet état d'expansion de conscience, ça peut devenir un nouveau leurre, quelque part, une nouvelle zone de confort qui nous réconforte temporairement et dans laquelle on s'enferme. Mais ici, si on a... En fait, c'est sans fin. Mais oui. C'est sans fin. Eh oui. L'addiction, elle est partout. Ouais, oui, elle est partout. Les anciens addicts, je retrouve beaucoup dans les milieux spirituels. Et comme tu le disais en introduction, qui vont être addicts aux formations, addicts aux outils, addicts à tout. Et c'est pareil, en fait. Et addicts à tous les bouquins. Enfin, voilà. Ici, c'est l'idée de ressentir quelque chose à l'intérieur de soi. Mais ensuite, et c'est là le plus important, c'est de repartir dans sa vie et d'apprendre à le ressentir dans le quotidien. C'est ça le meilleur message. Parce que c'est ça qui va nous calmer, tu vois, c'est ça qui calme. C'est de se rendre compte qu'en fait, c'est accessible dans mon quotidien, et tel qu'il est, sans que j'ai besoin de changer, quoi que ce soit. On appelle ça le flow, hein. Le flow aussi, ce truc-là, là, ce moment où tu sais pas comment, tu vois plus le temps passer, c'est genre... parfois, ça dure rien du tout. Ouais. C'est fluide, c'est facile, c'est simple en fait. Toi, tu nous avais donné des clés qui étaient géniales quand je suis revenue de la retraite. Donc moi, on va mettre tous les liens de tes retraites et surtout du projet immense que tu es en train de mettre en œuvre et qui te prend tout ton temps et beaucoup d'énergie, qui s'appelle Conscience pour tous. C'est assez énorme, il faut aller voir le site de Charlotte Hoffman, mais une des clés qui moi, m'a aidé à fonctionner pendant plus d'1 an après la retraite, donc c'est-à-dire là jusqu'à presque aujourd'hui, c'est ces petites alertes que tu te mets sur ton téléphone pour se dire, genre tu te mets 5 réveils, 6 petits réveils dans la journée. Et c'est beau parce que ça s'appelle réveil. C'est-à-dire que quoi que tu sois en train de faire, tu le fais en conscience à ce moment-là. Mais tu peux être en train de te droguer. À la limite, tu peux être en train de fumer une clope et dire, OK, mais je vais la fumer vraiment. Mais je sais ce que je suis en train de faire. Je ne la fume pas dans l'inconscience. Et que tu fasses la vaisselle, que tu fasses l'amour, que tu sois en train de gueuler. Et il y a ce moment-là où d'un coup, tu te ressens... Non, mais c'est fou. Parce qu'au début, je croyais qu'il fallait s'arrêter et juste méditer. Mais ça ne m'a pas aidé. Ce qui m'aide le plus, c'est de faire ce que je suis en train de faire en conscience. Et tu te rends compte à quel point tu pratiques ta vie dans l'inconscience totale. Et oui, et tu te rends compte que tu as le pouvoir, là, dans l'instant, juste par le phénomène de concentration, d'attention. Il y a la face émergée de ta vie, mais il y a aussi la profondeur depuis laquelle tu la vis.
Et on ne pourra pas changer la face émergée parce qu'elle est fluctuante, elle est changeante, on a toujours des pensées, toujours des émotions, toujours des expériences qui se produisent. En revanche, il y a un espace à l'intérieur de toi effectivement, sur lequel il y a quelque chose qui peut se produire. C'est comme vivre sa vie. J'aime bien prendre cette métaphore-là. C'est comme vivre sa vie depuis un espace intérieur qui est tranquille et en paix, malgré les fluctuations de l'extérieur. Et ça, c'est une libération. Parce que les gens souvent pensent que se libérer de quelque chose veut dire que la chose ne se produise plus. Mais ça, c'est quand même pas évident, parce que comment veux-tu produire un monde où il y aurait plus de gens chiants? Tu sais, je parle souvent des cons, tu vois, mais c'est ironique, hein, c'est pas au sens propre, mais il y a toujours des personnes qui te font chier dans ta vie, en fait. Et comment veux-tu imaginer un tant soit peu avoir la capacité de changer les gens, en fait? Il y a des situations, il y a des conditions, il y a des expériences qui sont comme elles sont, donc elles sont comme elles sont, et ici l'idée c'est de cheminer depuis un espace intérieur, depuis lequel, peu importe ce qui peut se produire à l'extérieur, cet espace-là, il peut rester en paix. Il peut rester dans une forme de quiétude, de non-jugement, de désidentification par rapport à tout ça. Et ça peut demeurer à l'intérieur de toi, même si à la surface, on prend souvent la métaphore de l'océan, elle est vue, revue et revisitée. Mais quand on prend l'océan, les profondeurs sont tranquilles. Et la surface de l'océan connaît des tempêtes, des vagues et des marées. Bon, voilà. Et nous sommes tous des petites gouttes de cet océan. Et en fait, on est tous l'océan. Bon, pourquoi pas? C'est une métaphore. Mais l'idée, c'est de comprendre que ça existe, en fait. Parce que le problème, c'est que vu que nous, en Occident notamment, on est vachement omnibulés par la forme des choses, et que du coup, on voit un problème, on veut le résoudre dans la forme, on n'imagine pas qu'il existe un autre chemin qui nous invite non pas à résoudre des problèmes dans la forme, mais qui nous invite à descendre dans un espace au plus profond de nous, qui, du coup, depuis cet espace, en apprenant à vraiment l'intégrer, le vivre, le manifester au quotidien, eh bien cet espace-là va nous inviter à comme vivre notre vie en étant à l'intérieur de soi et que la vie ressemble à une périphérie. Je dis souvent, c'est comme la périphérie, c'est comme quand on regarde un film. On regarde un film, on est dans le siège, on regarde le film, mais on n'est pas le film. Eh bien, ouvrir cet espace à l'intérieur de soi, c'est comme devenir le spectateur qui regarde le film. Pour quelqu'un qui vient de créer un projet qui s'appelle Rose Movie et qui est un livre, un album, un spectacle, en effet, on n'est pas le film. Et il y a un truc que j'aimerais vraiment dire, parce j'aimerais trop discuter avec toi encore 8 heures, mais je dirais aux gens d'aller voir tes vidéos parce que de toute façon, tout est dit et ils trouveront toutes les réponses qu'ils veulent s'ils ont aimé cet entretien. Mais en fait, tout ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir changer la surface, mais en fait, il faut changer plus la vision qu'on a de la surface et ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que je vous jure que c'est possible. C'est-à-dire, si j'y suis parvenue et qu'en plus, sans effort, parce qu'en effet, ça se révèle de lui-même. Hein, je n'ai pas dit, il faut que j'aille là dans cet espace où tout est une paix. Je me rends compte que tout ce qui n'est pas la paix, l'amour et tout m'emmerde profondément et je n'en ai plus besoin. Et vraiment, ça ne m'empêche pas de me dire, mais putain, mais pourquoi tu sais tout ça? Pourquoi tu as compris et tu y retournes? Parce que sûrement qu'il y a encore des choses à explorer. On verra bien. Mais en tout cas, je sens que j'ai dans un espace à l'intérieur de moi dont tu parles, qui est en paix. Et ça, c'est pacifié. Ça change tout. Ça change tout. Mais oui, mais ça suppose, pour comprendre ça, la dernière chose qui peut aider souvent les gens à le comprendre, c'est de retourner la vision. C'est un retournement de vision. C'est qu'on pense souvent que... tu vois, on pense souvent que le problème, c'est le problème. Mais en fait, si on regarde plus profondément, avec un peu plus de profondeur, on se rend compte que le problème n'est pas le problème en soi. Le seul problème, c'est que cette situation, cette addiction, cet événement a une emprise sur mon état intérieur. En fait, l'addiction a le pouvoir de prendre tout mon espace intérieur et de le modifier, de me faire peur, de m'angoisser, de me mettre en colère. Ça a le pouvoir de me transformer, en fait. Et ça a le pouvoir de me faire quitter le siège de cette tranquillité-là. Et c'est pour ça que c'est un problème. C'est pas parce que c'est un problème en elle-même, parce que c'est ce que tu essaies de décrire ici avec tes mots, c'est que tu dis que tu peux faire des rechutes, mais que pour autant tu sens plus ce grand truc à l'intérieur de toi qui panique dans tous les sens et qui est complètement ahuri, et que tu peux goûter à tout cela tout en étant en même temps dans un espace qui est ni totalement détaché, mais qui est pas complètement attaché, voilà, qui est entre deux, on va dire. Et ben oui, mais ça, cette prise de conscience-là, elle jaillit par le simple fait de comprendre que dans le fond, c'est pas l'expérience en elle-même qui nous fait souffrir, mais c'est
le pouvoir qu'a cette expérience sur la capacité à modifier notre état intérieur. C'est brillantissime. Et à chaque fois, on se dit, mais comment elle parle comme... Il n'y a pas une hésitation dans tes mots. Et toutes les vidéos, les 252 vidéos sont comme ça. Il faut que les gens le sachent. Et qu'il y en a sur tous les sujets, des choses de la vie, la sexualité. C'est pas, t'es pas perché, en fait. Je veux dire, t'as atteint quelque chose qu'on aimerait tous atteindre. Mais par contre, j'aimerais aussi qu'on dise aux gens que c'est long. Y a une phrase, je sais plus où j'ai vu ça, c'était « il te faut toute une vie pour te demander qui tu es, mais une seconde pour le découvrir ». C'est vrai que c'est long et c'est court en même temps. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression que ça m'a pris une vie et en même temps, j'ai l'impression que le moment où ça a fait bam, genre le gap là, et ben en fait, c'était fini. C'était passé de l'autre côté et ça a pris une seconde. Et parfois, c'est chiant. Et c'est vraiment important parce que souvent, on entend que ça va être long, il va falloir le faire. Mais alors que tout le c'est temps. passionnant. Et en fait, non. Ah, oui, mais c'est passionnant. Même moi, de me dire que c'est long, mais c'est passionnant. Parce que chaque fois, il n'y a que de l'expérience. Et si tu prends chaque chose comme une expérience, j'espère qu'à la fin de cet épisode, je vais essayer de faire ça pour la prochaine saison. Je ne sais pas quand, mais j'ai envie de mettre des chansons, des petits bouts de choses que j'aurais faites qui sont en lien avec l'épisode. Et en fait, là, il y a une chanson qui va être dans mon futur album qui s'appelle « T'en as mis du temps » et que tu m'as vraiment, vraiment inspirée. De comprendre que les choses qui arrivent ne sont pas des événements longs et douloureux, mais des expériences et des rendez-vous justes pour chacun de nous. En tout cas, merci pour ce rendez-vous juste que tu nous as donné. Moi, je suis toujours extrêmement émue par le fait d'avoir cette chance de connecter avec quelqu'un d'aussi connecté que toi. Ça m'émeut beaucoup. C'était un super beau moment. Je te remercie du fond du cœur. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.